Il est tout juste 17h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 20 février 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Accord de cessez-le-feu à Gaza, les États-Unis promettent 10 millions de dollars au Conseil de la paix. Le mouvement de résistance palestinien Hamas exige un arrêt complet de l'agression. Les détails dans ce journal. Ramadan 2026, le premier vendredi du mois sacré attire les fidèles à la grande mosquée de la Mecque. États-Unis, le président américain Donald Trump envisage une première frappe contre l'Iran. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait finalement concéder des territoires ukrainiens lors des négociations pour mettre fin au conflit. On fait le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Palestine occupée, l'occupation sioniste a mené à l'aube de ce vendredi des raids aériens, des opérations de démolition de bâtiments et des tirs ciblant le centre, le nord et le sud de la bande de Gaza. Des sources médiatiques citant des témoins locaux palestiniens ont rapporté que l'aviation de l'occupation sioniste a lancé une série de frappes aériennes visant le quartier de Toufa à l'est de la ville de Gaza. Et le président Donald Trump a réuni jeudi son conseil de la paix composé de représentants de plus de 40 pays. La réunion inaugurale est axée sur la reconstruction et la mise en place d'une force internationale de stabilisation pour Gaza, une zone ravagée par le génocide. Trump a annoncé que les États-Unis sont engagés à verser 10 milliards de dollars au conseil de la paix. Le Conseil de la paix montre comment bâtir un avenir meilleur. Ici même, dans cette salle, je tiens à vous annoncer que les États-Unis vont verser 10 milliards de dollars au Conseil de la paix. Merci. Ce montant a reçu un large soutien et c'est une somme dérisoire comparée au coût d'une guerre. Cela représente 2 semaines de combat. C'est vraiment peu. Cela peut paraître énorme, mais c'est une somme dérisoire. Nous nous engageons donc à verser 10 milliards de dollars. Ensemble, nous pouvons réaliser le rêve d'instaurer une harmonie durable dans une région ravagée par des siècles de guerre, de souffrance et de carnage. On parle de 3000 ans. Le Conseil de la paix supervisera les Nations unies et veillera à leur bon fonctionnement, mais nous allons renforcer les Nations unies. Nous allons nous assurer que leurs infrastructures sont adéquates. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé que toute voie politique ou tout arrangement discuté concernant la bande de Gaza et l'avenir de son peuple palestinien doit partir d'un arrêt complet de l'agression, de la levée du siège et de la garantie des droits légitimes en tête desquels le droit à la liberté. Le Hamas affirme que toute voie politique ou tout arrangement discuté concernant la bande de Gaza et l'avenir de notre peuple palestinien doit partir d'un arrêt complet de l'agression, de la levée du siège et de la garantie des droits nationaux légitimes de notre peuple, en tête desquels son droit à la liberté et à l'autodétermination. Tout effort international réel pour instaurer la stabilité à Gaza doit reposer sur le traitement des racines du problème que représente l'occupation, la fin de ces politiques agressives et la pleine reconnaissance au peuple palestinien de l'ensemble de ses droits sans aucune restriction. L'Organisation des Nations Unies a révélé que l'occupation sioniste continue d'entraver les opérations de secours humanitaire dans la bande de Gaza, malgré l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis octobre dernier. Lors de son point de presse quotidien, hier jeudi, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que les opérations humanitaires à Gaza font toujours face à des obstacles considérables. Les partenaires humanitaires ont rapporté que les obstacles persistent. Ces dernières semaines, l'entrée des fournitures humanitaires en provenance d'Égypte est restée très faible en raison des taux de refus élevés de la part des autorités israéliennes. Les partenaires
continue également de plaider pour la reprise du modèle de convois directs intergouvernementaux depuis la Jordanie afin de permettre l'acheminement de quantités plus importantes, notamment des denrées alimentaires. Et les forces d'occupation sionistes ont mené à l'aube de ce vendredi des incursions dans diverses zones de la Cisjordanie occupée, procédant à l'arrestation de plusieurs Palestiniens. Des médias citant des sources locales palestiniennes ont rapporté que les forces d'occupation ont perquisitionné plusieurs domiciles et lancé une vaste campagne d'arrestation visant des Palestiniens lors de l'incursion dans plusieurs localités. Les sources ont également signalé l'arrestation d'autres personnes dans la ville d'El Khalil. Et des centaines de fidèles palestiniens allant accomplir la prière du vendredi à la mosquée d'Al-Aqsa, Al-Quds Est occupée, ont été refoulés par les forces d'occupation sionistes qui ont imposé de strictes restrictions d'accès commentaire et Hamouda. C'est un premier vendredi du Ramadan sous haute tension. À Qalandia, des milliers de Palestiniens de Cisjordanie occupée espéraient rejoindre la mosquée Al-Aqsa pour la prière. Mais leur rêve s'est fracassé contre les barrières de fer et les contrôles biométriques. Selon plusieurs sources, les forces d'occupation ont également interpellé des équipes médicales et des journalistes, entravant leur mission d'assistance et de témoignage en ce jour de grande affluence. Entre quotas drastiques et permis refusés, le chemin vers le troisième lieu saint de l'islam ressemble à un parcours du combattant. Honnêtement, je suis venu prier à Al-Aqsa car cela me manquait. Cela faisait 1 an que je n'y étais pas allé. On m'a refusé l'autorisation il y a 2 jours. J'ai dit que j'irais quand même avec ma carte magnétique. Un membre des forces israéliennes m'a ordonné de rebrousser chemin car je n'avais pas d'autorisation. Je lui ai dit que j'étais vieux et malade. Il a refusé. À Beit Lahm, même scénario de désolation. L'entité sioniste a verrouillé l'accès. Seuls 10 000 fidèles sont autorisés pour toute la Cisjordanie occupée. Un quota dérisoire face à la ferveur de millions de musulmans. Les critères sont stricts. Plus de 55 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes. Mais même en remplissant les conditions, le passage reste une loterie humiliante. Je suis venue et je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de repartir. Mon fils m'a obtenu un permis, nous avons fait la demande mercredi. Pourquoi ils m'ont renvoyé? L'armée sioniste semble jouer avec les nerfs des plus fragiles. Certains se retrouvent même perdus dans des ruelles sur les conseils des forces sionistes pour finir bloqués quelques mètres plus loin. Un membre des forces israéliennes m'a dirigé vers un autre qui m'a indiqué un passage entre les maisons. J'ai demandé « Où ça ?» Il m'a répondu « Continuez par là ». Alors j'ai continué. J'ai aperçu un char plus haut. J'ai continué à monter et j'ai vu le chemin par lequel les gens arrivaient. Je suis revenu ici et là, ils m'ont expliqué qu'ils autoriseraient le passage en fonction de l'âge et je suis plus âgé que l'âge limite. Dans la vieille ville de la Cisjordanie occupée, le déploiement est massif. Pour ces fidèles refoulés, le ramadan ne se passera pas dans l'enceinte sacrée, mais derrière un mur de béton, avec pour seul horizon l'espoir d'une autorisation pour le vendredi suivant. Le Ramadan, le mois le plus sacré de l'islam, a attiré des fidèles du monde entier à la Mecque. La première prière du vendredi étant considérée comme particulièrement importante par de nombreux croyants. La cour centrale de la grande mosquée de la Mecque, qui abrite la célèbre Kaaba, était remplie de fidèles accomplissant le rituel du tawaf. Aujourd'hui, par la grâce et la puissance de Dieu, en ce 3e jour du Ramadan qui est un vendredi, le nombre de pèlerins accomplissant la Umara est immense en ce jour béni. Par la grâce de Dieu, nous avons achevé le tawaf depuis le début de la prière d'Al-Fajr, ce qui témoigne du grand nombre de pèlerins accomplissant le tawaf et la Umara. Louange à Dieu, nous n'avons rencontré aucun problème durant le tawaf. Toute la Ummah est unie. Des musulmans du monde entier convergent vers la Kaaba. Je suis solidaire de la Ummah. Accomplir le tawaf ici, c'est un moment de grande beauté. Voir toutes ces personnes vêtues de blanc accomplissant la Umara devant la Kaaba est un spectacle magnifique. Je me sens béni, aimé
et j'entends avec impatience la prière du vendredi. Je rends grâce à Dieu et je prie pour les habitants de Gaza afin qu'ils trouvent la paix et la justice si Dieu le veut. Direction le Soudan à présent, où le président du Conseil de souveraineté et de transition au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a exigé le retrait des forces de soutien rapide de toutes les zones qu'elle contrôle avant de parler de trêve. Dans un discours prononcé jeudi, al-Burhan a affirmé que l'armée soudanaise poursuivra les opérations militaires jusqu'à la fin. Il a insisté sur la nécessité de bâtir le Soudan sur une paix véritable et des bases solides, précisant dans ce contexte que la solution commence par le départ des forces de soutien rapide des maisons des Soudanais et des installations publiques du pays. Autre information de ce journal, le programme alimentaire mondial des Nations Unies avertit ce vendredi qu'il serait contraint d'interrompre son aide alimentaire d'urgence en Somalie d'ici le mois d'avril, faute de financement immédiat. Dans un communiqué publié ce vendredi, le PAM a souligné qu'un quart de la population somalienne, soit 4,4 millions de personnes, est confrontée à des niveaux de crise d'insécurité alimentaire aiguë. L'arrêt de l'aide onusienne mettrait ainsi en péril des millions de vies, alors que la Somalie traverse une sécheresse sévère et une aggravation de la crise de la faim. Direction le Nigeria à présent, où le président nigérian Bola Tinubu a signé un décret ordonnant que toutes les recettes pétrolières et gazières dues au gouvernement soient versées directement sur le compte de la fédération dans le cadre de réformes d'envergure visant à renforcer les finances publiques, a annoncé la présidence mercredi. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de vastes réformes financières visant à renforcer les recettes publiques. Selon les informations rapportées jeudi par la chaîne CNBC Africa, le nouveau décret stipule que toutes les recettes issues du pétrole et du gaz appartenant au gouvernement fédéral doivent être versées directement sur le compte officiel central où sont déposées toutes les recettes publiques de l'Union. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, le président américain Donald Trump brandit encore la menace d'une attaque militaire contre l'Iran au sujet de son programme nucléaire que Téhéran dit depuis toujours qu'il est de nature pacifique et civile. Commentaire Imen Malet. Dernier ultimatum américain, un enjeu énergétique majeur. Le président Donald Trump avertit Téhéran. Sans accord dans un délai de 10 à 15 jours, de mauvaises choses se produiront. De mauvaises choses, vraiment de mauvaises choses. Eh bien, soit on conclut un accord, soit on parvient d'un côté ou de l'autre. Je ne vais pas vous en parler, mais soit on va avoir un accord, soit ce sera malheureux pour eux. Je pense que ce serait suffisant, 10, 15 jours à peu près au maximum. Mais la question nucléaire n'est qu'une partie de l'équation. Au sud de l'Iran se trouve l'un des points les plus stratégiques de la planète, le détroit d'Ormuz. Ce corridor maritime étroit relie le golfe Persique à l'océan Indien. Environ 1/5 du pétrole mondial y transite chaque jour, en provenance notamment de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et de l'Irak. En cas d'escalade militaire, l'Iran pourrait menacer la circulation maritime dans cette zone. Téhéran l'a déjà laissé entendre par le passé. Fermer ou perturber le détroit serait un levier de pression majeur face aux sanctions occidentales. Une telle situation provoquerait immédiatement une flambée des cours du brut. Les marchés pétroliers, déjà sensibles aux tensions géopolitiques, réagiraient par une hausse brutale des prix avec des répercussions mondiales. Inflation accrue, coûts énergétiques en hausse, instabilité financière. Et dans ce contexte, la Russie et la Chine observent attentivement. Comme nous l'avons dit, nous continuerons à œuvrer pour le Conseil de paix sur Gaza, tel qu'il a été approuvé en quelque sorte consacré par le Conseil de sécurité, et nous souhaitons que les choses aboutissent. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, souligne l'importance de préserver la sécurité des voies maritimes internationales et d'éviter toute action susceptible de déstabiliser davantage la région. Car au-delà de la confrontation diplomatique, c'est l'équilibre énergétique mondial qui pourrait vaciller. À moins de 2 semaines d'échéance fixée par Washington,
le compte à rebours est lancé et dans le détroit d'Ormuz, chaque mouvement est scruté comme un possible signal d'embrasement. Toujours dans le même contexte, l'Iran avertit qu'il répondrait avec fermeté s'il faisait l'objet d'une agression militaire. Dans une lettre adressée jeudi au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, tout en soulignant que les déclarations du président américain Donald Trump envers l'Iran laissent présager une probabilité réelle de déclenchement d'une agression militaire. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait finalement concéder des territoires ukrainiens lors des négociations pour mettre fin au conflit. L'Ukraine pourrait en effet échanger des territoires contre une promesse d'adhésion accélérée à l'Union européenne. Les détails avec Safwan Ben-Sabel. Des territoires en échange d'une adhésion, c'est le dilemme cornélien auquel doit faire face l'Ukraine de Zelensky. Bruxelles, longtemps alliée de premier rang de l'Ukraine, met sur la table des négociations une proposition nouvelle. L'Union européenne envisagerait de conditionner l'adhésion de l'Ukraine par des concessions territoriales. Cette option est désormais sur la table. L'Union des 27 réfléchit depuis plusieurs années à mettre en place une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne, même si les conditions classiques ne sont pas réunies. Pour Volodymyr Zelensky, il s'agirait de faire accepter à l'opinion publique ukrainienne les concessions territoriales, rien de mieux pour cela qu'une adhésion garantie à l'Union européenne. L'opinion publique ukrainienne serait alors plus à même d'accepter de perdre une partie de son territoire, une idée inimaginable pendant longtemps et inenvisageable pour Zelensky qui refusait non seulement de négocier des territoires, mais exigeait en plus de récupérer tous les territoires sous drapeau russe, y compris la Crimée, annexée en 2014 par la Russie. C'est cependant un scénario exceptionnel qui permettrait une limitation des dégâts pour Zelensky, mais loin de garantir une viabilité à long terme. Les négociations d'adhésion à l'Union européenne durent en général plus d'une dizaine d'années et impliquent une harmonisation complète des législations nationales. Dans le cadre du plan de paix en 20 points discuté entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, l'année 2027 est mentionnée comme horizon politique. Toutefois, à Bruxelles même, plusieurs diplomates jugent qu'une entrée effective avant 2028, voire 2030, paraît peu réaliste. Autre information, l'état-major russe a annoncé ce vendredi que ses forces sont désormais positionnées à seulement 12 km des abords de la ville de Zaporizhia, située dans le centre-sud de l'Ukraine. Dans ce contexte, il a été souligné que la superficie des territoires passés sous contrôle russe a excédé 6700 km² l'an passé, avec la prise de plus de 300 villes et localités sur plusieurs fronts. Et de son côté, l'état-major ukrainien a déclaré que ses forces ont engagé plus de 200 combats avec les troupes russes le long de la ligne de front depuis hier, précisant que ces affrontements ont atteint leur intensité la plus élevée depuis plusieurs jours. L'état-major ukrainien a affirmé que ses forces ont mis en échec des tentatives de percer de leur position. Et la Suède a annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 1,42 milliard de dollars. Selon le communiqué du gouvernement suédois, cette aide comprendra des systèmes de défense aérien, des drones ainsi que des missiles à longue portée. La valeur du 21e programme d'aide suédois à l'Ukraine s'élève à 1,42 milliard de dollars, ce qui en fait le troisième plus grand ensemble d'aides que nous avons décidé d'envoyer à l'Ukraine. Ce programme s'appuie sur une enveloppe globale de 40 milliards de couronnes, ce qui signifie qu'il restera 27 milliards de couronnes supplémentaires disponibles au cours de l'année actuelle. Nous disposons également d'un cadre de 40 milliards de couronnes pour l'année prochaine. À ce jour, le montant total de l'aide militaire suédoise à l'Ukraine a atteint 103 milliards de couronnes.
Et la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez a signé la loi d'amnistie permettant la libération des prisonniers politiques dans le pays. Cette signature intervient suite à l'adoption du texte par le Parlement plus tôt dans la soirée de jeudi. La loi a été signée lors d'une cérémonie officielle organisée dans la capitale Caracas après avoir été remise à la présidente par son frère Jorge Rodriguez qui est le président du Parlement. Il faut savoir demander pardon et il faut aussi savoir recevoir le pardon. Et c'est ce processus qui s'engage avec cette loi d'amnistie. Mais la loi d'amnistie va plus loin encore, demander au Parlement vénézuélien et au programme pour la coexistence démocratique et la paix d'examiner les cas non couverts par la loi d'amnistie et de formuler les recommandations pertinentes pour panser les blessures, rétablir la coexistence démocratique et restaurer la justice. Et le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parilla a qualifié de dévastateur le blocus économique imposé par les États-Unis à Cuba. Dans une publication sur le réseau social X, le ministre a déclaré que le blocus a causé des pertes économiques s'élevant à 7 milliards de dollars en une seule année de mars 2024 à février 2025. Rodriguez a souligné dans son message qu'en dépit de 60 ans de blocus, Cuba a réussi grâce à la résilience de son système politique, économique et social à allouer des ressources limitées selon les priorités et à faire face à ces conditions difficiles de manière organisée. Sport à présent, le sport est aujourd'hui bien plus qu'une simple compétition. C'est un levier à travers lequel les États cherchent à renforcer leur image, à affirmer leur influence et séduire l'opinion publique mondiale. Élément de réponse avec Faisal Salah. L'esprit coubertin et les valeurs fondamentales de l'olympisme sont l'excellence, le respect et l'amitié. Les principes du sport de haut niveau, ou ce qui est censé l'être. Le sport un soft power ou une illusion. Les deux sont vrais et faux en même temps. Medal for you that you can wear everywhere you want to go. Nous vous demandons de préserver les principes du fair play. Say no to racism. On a pourtant beau à dire qu'on a lutté contre le racisme, qu'on a bien avancé sur ce volet, sauf que Vinicius Junior n'approuve rien. Vous pouvez poser la question à Eto'o Samuel, à Balotelli, à Soria Bonali. La liste est longue, la réponse est la même. L'esprit coubertin est devenu une comédie, un film de fiction sorti en 2024 pendant les JO de Paris. C'est quoi l'esprit coubertin ? Où va-t-on ? Quels sont les repères ? Car depuis 2023, on est en train d'assister à 2 poids 2 mesures par les instances sportives internationales. Le sport s'est mêlé à la politique et même devenu l'un de ses outils pour une simple raison. Les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Les instances sportives sont-elles devenues un théâtre de conflits ? En 2022, on a imposé un blocus sportif à la Russie suite au conflit russo-ukrainien. De l'autre côté, on peut être jugé par la Cour internationale de justice pour génocide, crime de guerre, sans être banni de compétition internationale. On parle bien de l'entité sioniste. Nous n'acceptons pas que le football soit utilisé pour blanchir les crimes de guerre, comme nous le voyons aujourd'hui avec la participation d'Israël au match de qualification pour la Coupe du Monde. En 2026, Gianni Infantino, le président de la FIFA, déclare « Je suis contre les interdictions ». Vous avez dit que nous devrions réengager avec la Russie. Vous dites que vous envisageriez de lever l'interdiction sur la Russie. Définitivement, oui. Du moins au niveau des jeunes, vous savez, pour les enfants, au moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez dans un avenir proche, changer la dynamique malgré les critiques ? Oui, je pense que nous devrions y réfléchir parce que cette interdiction n'a rien accompli. Elle a juste créé plus de frustration et de haine chez les filles et les garçons. La position de l'UEFA est claire, elle n'a pas changé, mais nous examinons tout chaque jour et le monde change si vite qu'il est même difficile de suivre. Voyons donc ce que l'avenir nous réserve. Je peux commenter ce que fait l'UEFA, mais je ne peux pas commenter ce que fait la FIFA, ni ce que disent les gouvernements qui s'expriment haut et fort. Le Comité international paralympique, CIP, a annoncé que 6 athlètes russes et 4 biélorusses pourront participer aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina, sous leurs drapeaux nationaux.
Mais pourquoi a-t-on brisé des carrières lors des 4 dernières années? Pourquoi n'a-t-on pas appliqué les mêmes sanctions sur l'entité sioniste? Où en est-on? Est-ce que le racisme a aussi pénétré dans les instances qui gèrent le sport? Et la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver aura lieu dimanche 22 février à Vérone, en Italie, mettant ainsi fin à 17 jours de compétition à Milan. Cortina, la cérémonie intitulée « La beauté en action » célébrera la culture italienne. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt.